Bienvenue dans le débat. Il est consacré à une visite en Moldavie, celle des 3 leaders européens, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Merz et le chef de gouvernement polonais Donald Tusk, au palais présidentiel de Chisinau, la capitale, venus soutenir la présidente pro-européenne moldave, Maia Sandu, bientôt en campagne pour les élections législatives. Ils se rendent ce soir d'ailleurs sur la place de l'indépendance de la capitale pour tenir une conférence de presse commune, une image forte en symbole et un message, celui d'une union des 3 pays de l'Union européenne face à la menace de Poutine sur fond de guerre en Ukraine. La Moldavie met en garde contre les ingérences de la Russie dans le processus électoral. Et aujourd'hui, le pays fête le 34e anniversaire de son indépendance. La place de l'indépendance, vous allez le voir, dans la capitale est déjà submergée par la foule. Alors, quelle est la portée de ce soutien symbolique des 3 leaders européens à la Moldavie en pleine guerre en Ukraine? Pourquoi ce petit pays de l'ancienne Union soviétique est-elle devant les projecteurs? Jusqu'où la Russie peut-elle aller dans sa tentative de déstabilisation et comment faire face à la menace de Poutine? Vous voyez, vous avez vu ces images, ça a été justement sur la place de l'indépendance dans la capitale à Chisinau. On va en parler donc avec Régis Janté qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Régis, de retour en France après 24 ans comme correspondant en Géorgie pour nous, pour France 24 mais aussi pour RFI. Bienvenue donc dans le débat. Vous êtes spécialiste bien sûr de toute cette région, ancien espace soviétique. En face de vous, Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois dans le débat, ancienne ambassadrice de France en Russie et également ancienne ambassadrice de France en Chine. Bienvenue. Cyril Gélipter, pardon. Bonjour. Vous êtes avec nous ce soir, docteur en histoire de relations internationales et de l'Europe. Vous avez publié plusieurs articles sur le sujet en particulier du renseignement et de la stratégie de la Russie à l'étranger. Bienvenue. Florent Parmentier est avec nous ce soir. Bonsoir. Secrétaire général du CEVIPOF, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC, spécialiste de la Moldavie, co-auteur du livre « La Moldavie à la croisée des mondes », et ça c'est aux éditions Non-Lieu. Clovis Casalis sera avec nous en tout début de ce débat, notre envoyé spécial à Chisinau, qui se trouve en ce moment même d'ailleurs sur la place de l'Indépendance. Clovis, on a vu qu'il y a un concert en ce moment pour justement célébrer ce 34e anniversaire de l'indépendance de la Moldavie. On vous y retrouve tout de suite, Clovis. Bonsoir. Vous avez vous avez en tout cas eu un certain nombre de réactions de Moldaves sur place et on peut dire qu'il y a à la fois la fête en Moldavie, on l'entend juste derrière vous avec ce concert sur la place de l'Indépendance, mais c'est une journée festive et puis il y a cette gravité qui est liée à la présence de ces 3 leaders européens, 3 finalement poids lourds de l'Europe. Absolument, et laissez-moi vous parler tout d'abord de l'ambiance ici très très festive. Nous sommes au cœur de la capitale moldave de Chisinau et je peux vous dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont présentes ici. On estimait qu'il y aurait environ 100 000 personnes, il y a peut-être encore davantage de personnes pour célébrer ce 34e anniversaire de l'indépendance. Indépendance vis-à-vis bien sûr de l'Union soviétique, et il y a la menace russe qui plane encore sur la Moldavie. On a pu le sentir toute la journée, on a parlé avec les gens ici. Alors bien sûr, il y a des pro-russes ici en Moldavie, surtout en Transnistrie, dans d'autres parties du pays. Mais nous, les gens qu'on a rencontrés dans la capitale ce matin avec Éléonore Gauger, nous ont tous dit que leur futur, ils le voient avec l'Europe. Pour eux, c'est important d'être intégrés autant que possible à l'Europe avec cette adhésion, ce vote qui a eu lieu, ce référendum où les Moldaves ont voté oui à une adhésion à l'Europe. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions de Moldaves recueillies ce matin dans les rues de la capitale moldave. Je pense que pour la Moldavie, le soutien de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, de tout le monde est très important. Pourquoi? Parce qu'ils apportent davantage à la Moldavie. Ils viennent, ils investissent ici et c'est très bien pour la Moldavie. Notre avenir est avec l'Union européenne. Si nous n'avons pas son soutien, et si la Russie s'immisce d'une manière ou d'une autre dans notre politique, ce sera la fin de la République de Moldavie, car ils ne nous considèrent pas comme un pays indépendant, comme une nation indépendante. Ils nous considèrent comme faisant partie de leur territoire, ce qui, historiquement, n'est pas exact.
Au milieu de cette fête, il y a cette gravité, je le disais, ces 3 leaders européens, dont Emmanuel Macron, qui se trouvaient au palais présidentiel cet après-midi, qui vont revenir, qui vont vous rejoindre sur cette place de l'Indépendance un peu plus tard dans la soirée. On va les prendre en direct. Qu'ont-ils dit très brièvement, parce qu'on va en parler pendant tout avec nos invités, Clovis, cet après-midi? Eh bien, le message était très clair, un front uni des Européens, polonais, allemands, français, et le chancelier allemand Friedrich Merz a été très clair. Le but de cette visite conjointe, eh bien, il y a 2 buts. Tout d'abord, dire à la Moldavie que la porte est entrouverte, est ouverte pour rejoindre l'Europe, mais aussi que l'Europe défendra toujours la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie. Le chancelier allemand qui a utilisé vraiment des mots très très forts pour condamner la conduite de la Russie qui mène une guerre hybride, a-t-il dit. Chaque jour, la Russie attaque la Moldavie en ligne ou hors ligne. Et le président Macron qui a parlé de cette campagne de désinformation en ligne, soulignant aussi les mensonges de la Russie, car l'Union européenne, ce n'est pas vrai, ne menace aucun pays, ne menace pas la souveraineté de pays voisins, comme le fait la Russie avec la guerre en Ukraine, bien sûr. Pour rappel, l'Ukraine, c'est juste à côté de la Moldavie. Nous sommes ici seulement à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. C'est un pays voisin. Et vu qu'il y a la guerre en Ukraine, bien sûr, beaucoup d'inquiétudes ici en Moldavie. Merci Clovis Casali, donc notre envoyé spécial. Et on vous retrouvera bien sûr après cette conférence de presse commune entre Emmanuel Macron, Friedrich Merz et également Donald Tusk sur la place de l'Indépendance. Vous parliez de la Moldavie. On va regarder la carte pour voir que c'est un petit pays enclavé, 2,5 millions d'habitants. Il est coincé, on le voit très bien, entre la Roumanie et l'Ukraine. Il englobe la Transnistrie. On va reparler de cette région, notamment avec Régis Janté, qui la connaît bien. Un mot, Sylvie Berman, d'abord, puisque vous êtes... on va écouter, juste avant, on va écouter Maia Sandu et je vais vous faire réagir pourquoi finalement cette présence a une importance diplomatique. On va écouter Maia Sandu et Emmanuel Macron. Laissez-moi le dire clairement, il n'y a pas d'alternative à l'Europe. Sans l'Union européenne, la Moldavie reste bloquée dans le passé. Nous le ressentons à chaque bombe tombée sur notre voisin. La guerre cruelle menée par la Russie contre l'Ukraine nous montre chaque jour que l'Europe signifie liberté et paix. La Russie de Poutine signifie guerre et mort. Alors qu'à quelques centaines de kilomètres de votre capitale, la guerre d'agression déclenchée par la Russie contre l'Ukraine continue de sévir, il est également ici essentiel de rappeler que l'intégration européenne est pour la Moldavie un choix clair en faveur de la paix et du droit. La propagande du Kremlin nous explique que les Européens souhaitent prolonger la guerre et que l'Union européenne opprime les peuples. Ce sont des mensonges. Sylvie Berman, tout ça signifie d'un point de vue diplomatique, c'est vraiment le symbole politique face à la menace russe, cette union des 3 pays en Moldavie? Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est le triangle de Weimar, donc c'est très important pour les pays à l'est de l'Europe. Le triangle de Weimar, donc l'Allemagne, la France et la Pologne qui a eu des difficultés pendant un temps. Les relations n'étaient pas très bonnes, d'ailleurs, ni entre la France et l'Allemagne, ni entre la France et la Pologne. Mais bon, ce triangle a été réactivé. C'est un soutien clairement à Maia Sandu. Mais c'est pas... là, il va y avoir des élections législatives avec effectivement la certitude d'ingérence russe. Mais il y en avait déjà eu. Il y avait déjà eu un soutien parce que Maia Sandu était venue également à Paris. Et donc, c'est aussi important de rappeler ce chemin vers l'Europe. Et d'ailleurs, l'Europe a débloqué des fonds pour aider la Moldavie à rejoindre. Et puis, effectivement, elle est proche de l'Ukraine et ce n'est pas un membre de l'OTAN. Donc, effectivement, c'est un pays qui est extrêmement vulnérable. Régis Janté, est-ce qu'elle redoute, la Moldavie, un scénario à la géorgienne, vous qui arrivez tout droit de Géorgie, c'est-à-dire une vassalisation à l'égard de Moscou qui considère que c'est sa zone d'influence? Oui, absolument.
Ça s'est dit très clairement. Et j'ai toujours été frappé ces dernières années, depuis une quinzaine d'années que je fréquente le pays, de voir combien l'ampleur en fait des efforts de la Russie pour garder une forme de contrôle sur le pays. Je rappelle toujours que la guerre ukrainienne a commencé en Géorgie, d'une certaine façon. En 2008, c'est la même guerre, c'est le même mouvement, sur le même modus operandi. Donc on sait que la Russie, c'est pas simplement l'Ukraine qui l'intéresse, c'est de contrôler une zone, une sorte de glacis autour de la Russie. Et évidemment, la Roumanie, la Moldavie en fait partie. Et ça l'est même dans la Constitution, c'est inscrit presque dans les gènes de ce pays qui, lorsqu'elle a été constituée, à l'époque soviétique, disons, eh bien, s'est retrouvée être une sorte de zone tampon avec tout un débat profond sur la langue. Le moldave, c'est une langue, c'est à peu près le roumain, on va dire. Mais on l'a appelé moldave pour pas l'appeler le roumain que slave, en fait. Absolument. Et ça a été précisément fait. Il y a eu tout un grand travail idéologique, on pourrait dire, dès la constitution de la République de Moldavie, pour en faire quelque chose, justement, qui soit en quelque sorte une zone tampon et qui est donc à la frontière de ce combat contre l'Occident, on pourrait dire, vu de Moscou. Donc c'est inscrit dans ses gènes, c'est profondément inscrit dans la culture, à travers la question de la langue, à travers la vision de l'histoire qui est inculquée, avec une population qui, au final, est divisée, effectivement. Et donc, on voit, depuis une quinzaine d'années, j'ai vu des grandes fluctuations à des époques où on avait 60% des gens qui se disaient vouloir aller vers la Russie, et puis parfois des renversements, comme on en connaît un avec Madame Sandou, 60% qui veulent aller vers l'Europe. Mais on a en permanence ce combat, on est vraiment sur une zone, une fracture, en quelque sorte, géopolitique entre la Russie et l'Occident, l'Europe de l'Ouest. Florent Parmentier, d'où l'importance de ces élections législatives qui ont lieu dans un mois. Elle parle de sabotage anti-européen, Maia Sandu, quand elle parle justement de l'influence, enfin en tout cas des forces russes et de la manière dont elles peuvent s'exprimer dans le pays. Oui, Maia Sandu a fait l'essentiel de sa campagne sur une idée, c'est-à-dire je suis la meilleure représentante des intérêts de l'Union européenne, ou en tout cas c'est vers moi qu'il faut se tourner pour aller vers l'Union européenne, et elle compte effectivement s'appuyer sur cette idée force. D'autant que elle a eu des résultats qui en matière de politique étrangère sont probablement, étaient inimaginables au tout début de la présidence française de l'Union européenne, au 1er janvier 2022. Très sincèrement, rares étaient les personnes qui pouvaient anticiper que la Moldavie soit en même temps que l'Ukraine candidate, reconnue officiellement comme candidate au niveau de l'Union. Ce n'est pas le cas de la Géorgie. Depuis. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que ce soutien s'est manifesté à plusieurs reprises. 2023, le sommet de la communauté politique européenne qui s'est déroulé à Bolboaca, quelques kilomètres de la Transnistrie. Et puis ensuite, on a eu Madame Metsola, la présidente du Parlement européen, qui est venue le 9 mai sur la place principale, là aussi soutenir. On a eu une semaine avant les élections présidentielles, en octobre 2024, la venue d'Ursula von der Leyen, qui a proposé un soutien économique extrêmement important. Pourquoi un tel soutien européen finalement de la Moldavie, alors que ce n'était pas tout à fait le même cas pour la Géorgie, ce petit pays Pourquoi ? Si on regarde les choses de manière tout à fait rationnelle, pour l'Union européenne, elle avait mis en place en 2009 un programme qui était celui du partenariat oriental. Et dans le cadre du partenariat oriental, aujourd'hui, la Moldavie est un peu l'exception. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, vous avez un État sous emprise, la Biélorussie, vous avez un État en guerre, l'Ukraine, vous avez la Géorgie, dont on a parlé, et que Régis connaît mieux que personne, vous avez ensuite l'Azerbaïdjan, l'Arménie, deux États qui se sont tournés vers les États-Unis pour trouver une forme de compromis diplomatique, ils ne sont pas tournés vers les Européens. Ça, c'est un message qui est adressé à nous. Il ne reste que la Moldavie comme, finalement, meilleur élève dans ce cadre de pays qui ont vu leur situation, effectivement, considérablement, sur un plan sécuritaire, se dégrader depuis quelque temps. Et Maia Sandu tient bon, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle a eu, au tout début de la guerre, cette action qui a consisté à laisser venir un certain nombre de réfugiés ukrainiens. 3% de la population. Ils ont accueilli un certain nombre de ces réfugiés effectivement, ukrainiens. C'est 110 000 personnes à peu près dans les ordres de grandeur pour une population présente de 2,5 millions. Donc ce sont des chiffres considérables. Par conséquent, la meilleure illustration de la politique dans la région, la vitrine que l'Union européenne souhaite, c'est la Moldavie. Cyril Gelibster, quelle est la stratégie de déstabilisation des Russes en Moldavie ? Est-ce que finalement la Russie utilise les mêmes outils qu'elle peut utiliser par exemple dans les différents pays européens via par exemple les réseaux sociaux ou d'autres outils ? C'est un petit peu oui et non. Oui et non. En fait, je vais prendre juste un instant de la hauteur. Je constate depuis au moins 2023 une guerre du renseignement assez souterraine entre pays américains, européens d'une part et la Russie d'autre part. Je vous donne un exemple très simple. Un média d'opposition russe qui a sorti un article très détaillé, même beaucoup trop, avec les noms d'une quarantaine de diplomates russes, espions, qui ont été le lendemain même expulsés. Je vois Mme Sandu qui s'exprime sur le sujet. Alors comment ils peuvent influencer ? Il ne faut pas oublier qu'en Moldavie, ils parlent roumain et russe.
Et vous avez une église, un patriarcat de Moscou qui aussi est représenté en Moldavie. Donc ça, c'est un moyen d'agir. Un autre moyen d'agir, par exemple, c'est, par exemple, je pense à Mme Boutsoul, qui dirige la région de Gagaouzie, qui maintenant est réfugiée en Russie, qui a été condamnée en août dernier pour avoir financé illégalement un parti politique d'un de ses alliés, M. Ilan Shor. Ça fait partie des méthodes qu'ils peuvent utiliser, plus les médias russophones, bien entendu, les personnes qu'on paye, les sondages, etc. Parce que ce qu'ils veulent, les Russes, là, c'est que Maia Sandu ne gagne pas. Oui. Son parti ne gagne pas dans un mois. Législative en octobre prochain, oui. Et en même temps, Régis, vous disiez, ils sont divisés en Moldavie. Oui. Donc, effectivement, dans la capitale, ils sont très pro-européens, mais il y en a d'autres. Donc, ces partis, est-ce que c'est juste est-ce que c'est cette désinformation russe qui participe véritablement à la déstabilisation du pays, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de Moldaves qui souhaiteraient finalement être représentés par quelqu'un d'autre que Maia Sandu? Il y a un fond dans la société moldave, effectivement, qui se sent plus proche de la Russie. Il y a des bastions, en fait. C'est un pays assez divisé, y compris en termes de régions. Par exemple, il y a la région de Gagaouzie, qui sont des Turcs chrétiens. Donc, c'est quelques comtés, hein, c'est vraiment tout petit, mais qui sont traditionnellement sous influence russe, effectivement, et avec une... Comment dire, si c'est sincère ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, qui ont été cultivés pendant des années, y compris à l'époque soviétique, pour, en quelque sorte, être anti-européens, etc. Et peut-être que c'est aussi sincère chez... Il y a la Transnistrie, c'est très important. On va regarder à nouveau la carte. Absolument, ça c'est extrêmement important parce que c'est un conflit, ça fait partie de tous ces conflits séparatistes que la région connaît. Il y en a 2 en Géorgie. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y en a 2 en Ukraine, en tout cas, il y en avait un avec le Donbass, les 2 régions du Donbass. Donc ça fait partie des techniques de la Russie qui a pour particularité, contrairement à la France et à l'Angleterre, d'avoir eu son empire à ses portes. Donc ça lui a permis d'avoir des modes d'action pour garder le contrôle sur une zone, une sorte de zone d'influence privilégiée ou voire exclusive, avec la Transnistrie par exemple, ou le Donbass comme on l'a vu après 2014 en Ukraine. Donc ça c'est un vrai levier d'influence, que c'est très déstabilisant pour le pays. Et puis, il y a plein d'autres. On a mentionné l'Église, en effet. On a les partis politiques. On a des médias aussi, par exemple. La corruption. On a des chaînes de télévision, par exemple, qui sont très pauvres en Moldavie et qui ont passé des accords. Là, il y a sans doute un peu aussi de politique derrière, mais qui relaient l'information et donc aussi la propagande russe sur les principales chaînes de télévision moldaves. En tout cas, c'était le cas jusque assez récemment. Sylvie Berman, est-ce que la guerre en Ukraine, finalement, fait que cette position européenne est d'autant plus importante, en fait? Comment les Européens voient cette Moldavie? Oui, bien sûr, encore une fois, parce que parce qu'elle est vulnérable et que si les élections sont perdues par Maia Sandu et le Parti européen, ça veut dire que c'est un autre pays qui tombe dans l'escarcelle de Moscou. Même si ce n'est pas un contrôle direct. Sur la Transnistrie, ce qui est intéressant, moi j'avais participé à une des dernières réunions, parce qu'il y a un plan concernant la Transnistrie, un plan de règlement qui est à peu près le même que les accords de Minsk qui sont morts aujourd'hui, bien évidemment, sur le Donbass. Et les Ukrainiens étaient partis de ce plan, faisaient partie des discussions. À une époque, les dirigeants de Transnistrie avaient demandé à rejoindre la Fédération russe. Et les Russes avaient refusé parce que je pense que pour eux, c'est plus intéressant d'avoir un cheval de Troie en Moldavie que d'avoir une région qui rejoint directement la Russie. On va écouter Emmanuel Macron parce qu'en fait, il a affirmé aujourd'hui, comme vous le disiez d'ailleurs, il a réaffirmé le soutien de l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne. Je vois que les citoyens de Moldavie ont bien compris que l'adhésion à l'Union européenne représentait une chance historique pour l'avenir de leur pays, une chance pour la prospérité et pour la sécurité. Elle conduira à la modernisation des infrastructures et de l'économie, offrira de nouvelles opportunités à la jeunesse et à tous les acteurs économiques qui accéderont à un grand marché de 450 millions de consommateurs. Florent Parmentier, c'est la grande différence avec finalement la Géorgie. Il n'y a jamais eu finalement cette entrée, en tout cas cette volonté de faire entrer la Géorgie officiellement dans l'Union européenne, alors que là, ça s'est vraiment accéléré pour la Moldavie. La Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Est-ce qu'on est là que dans un affichage politique? Il y a indubitablement une partie d'affichage politique. Car Maia Sandu fait aussi campagne avec l'idée qu'en 2028 ou en 2030, peut-être que la Moldavie... C'est problème de son, allez-y. Et donc, si on prend en compte cet élément-là... affichage politique, donc. Affichage politique, oui.
Mais pas Combien de temps il faudrait à la Moldavie pour se retrouver justement dans les niveaux démocratiques, économiques Ce qu'il faut observer, c'est qu'un pays de 2,6 millions d'habitants sera infiniment plus simple à réformer et à mettre au niveau, avec en plus un acquis communautaire qui a été traduit dans la langue nationale, qui est le roumain. Et que par ailleurs, il faut aussi partir du principe que le commerce extérieur moldave s'est déjà réorienté vers l'Union européenne. C'est-à-dire que 70% des exportations aujourd'hui de la Moldavie vont vers les marchés européens. Le marché russe, en fait, est depuis quelques années assez secondaire. Pour prendre un exemple, en 2020, les exportations de vin moldaves, qui étaient avant à 85% tournées vers la Russie, eh bien, vous avez d'abord le marché roumain qui est premier, puis le marché étonnamment chinois, et puis le marché russe arrive aujourd'hui en 3e position. Et on pourrait tenir ça aussi sur, par exemple, les exportations de produits agricoles. La Moldavie a été une sorte de grenier à blé. C'est un peu la continuité des terres noires ukrainiennes. Et de ce point de vue-là, ce qu'on observe précisément, voilà, c'est que les vraies questions, en tout cas, je pense qu'Emmanuel Macron a raison de parler de prospérité parce que ça va être l'enjeu des élections du 28 septembre prochain. Sur le plan de la politique étrangère, Maia Sandu a été au-delà de ce qui était attendu. Sur les questions économiques, je pense que l'opinion publique moldave est encore en attente et c'est l'une des questions. Mais comment se place-t-elle dans les sondages, Maia Sandu? Elle est quand même rivalisée par le parti communiste. Si on regarde un sondage IDATA du 20 octobre dernier, de mémoire... 20 août, pardon. De mémoire, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le parti... alors, Maia Sandu, pour avoir 51 députés sur 100, c'est une élection à la proportionnelle, il faut avoir à peu près 43-44% des votes. Maia Sandu, en premier tour 2022, avait fait quelque chose comme 42%. Donc elle est pas très loin sur sa personnalité seule. Mais cela va dépendre de la mobilisation de la diaspora, de la mobilisation en interne. Et puis, il faut aussi rappeler que très souvent en sciences politiques, les partis politiques sont moins fédérateurs et certainement, j'allais dire, c'est plutôt Maia Sandu, pour dire autrement, qui est la locomotive du parti, plutôt que le parti qui traîne Maia Sandu. Autrement dit, on a encore une incertitude. Je pense que la victoire du PAS est assez logique et donc est assez inévitable. La vraie question est de savoir si elle gagne de manière relative, si elle a 48 députés sur 101, 52 ou 44. Évidemment, l'interprétation qu'on aura sera très différente. Et puis attention à la campagne, Cyril Gélipster, pour parler à nouveau donc de ces ingérences russes. La campagne et ces ingérences peuvent avoir un impact important parce qu'on parle quand même de chiffres assez serrés là. Oui, mais pour ça, vous allez faire quoi? Vous allez discréditer, vous allez distribuer des fausses informations sur Mme Sandu ou bien ses alliés. Parfois, vous savez, Mme Sandu, elle ne gouverne pas toute seule. Elle a quelques alliés fidèles à des postes clés. Il suffit de les viser parce que ça va l'affaiblir. Ils vont faire, a priori. Il peut aussi y avoir des initiatives diplomatiques de la part des Russes en disant nous sommes prêts à donner tant à la Moldavie ou à ouvrir beaucoup plus grand notre marché. Ça aussi, je les vois bien. En fait, il faut comprendre une chose avec les Russes, et je me rends compte quand je lis leur stratégie, c'est qu'ils ont une vision assez globale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là à séparer la politique étrangère de l'économie ou du militaire, etc. Non, c'est un tout, et c'est un peu comme un piano. Vous appuyez sur les touches. Donc tantôt ils vont activer le renseignement, tantôt ils vont activer les initiatives diplomatiques, tantôt ils vont activer les hackers, etc., etc. Justement, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle peut échouer, Régis, comme ça s'est passé quand même en Géorgie, où ça s'est quand même plutôt mal terminé pour le camp européen. C'est vrai qu'il y a un vrai... Encore une fois, la Moldavie, c'est un vrai terrain d'affrontement. Historiquement, elle a été constituée comme cela, un peu comme de ces zones tampons où des grandes puissances s'affrontent. Et donc, c'est un terrain d'affrontement culturel, idéologique, politique, économique, mais cette campagne, etc. justement, si elle s'effectue justement avec ces ingérences, ça ne va pas aider Maia Sandu. Non, absolument. Et c'est très... On l'a vu, par exemple, avec le référendum sur l'Europe d'octobre 2024, où elle gagne avec 50,3%. Et jusqu'à la dernière minute, on pensait que c'était perdu. Et puis, la diaspora étant, elle, beaucoup en Europe, étant très pro-européenne, puisqu'ils bénéficient, si je puis dire, du marché de l'emploi en Europe. Même un mauvais salaire en Europe, c'est un énorme salaire pour la Moldavie. Donc, ça a fait basculer les choses. Mais c'est effectivement assez risqué. Et dans un pays où il y a toute une partie de l'opinion qui peut être très, très, très hésitante. C'est pourquoi l'Europe avait aussi mis l'accent sur le soutien financier avec ses presque 1,8 milliard d'euros promis au titre de la facilité européenne. Et par ailleurs, par exemple, la diplomatie française aujourd'hui, dans ce que va dire M. Macron certainement
certainement, autant que je sache, a misé sur l'idée de l'attractivité. Donc on est effectivement dans le combat. L'Europe défend ses positions géopolitiques parce qu'il y a un risque d'extension de la guerre. Si la Russie l'emporte en Ukraine, eh bien on peut la voir se porter, par exemple, sur la Moldavie. Ça, c'est tout à fait possible. On sait, par exemple, que dans les objectifs militaires prioritaires de la Russie, il y a la région d'Odessa, donc le sud de l'Ukraine, qui ensuite ferait la jointure avec la Moldavie et la Transnistrie. Donc c'est effectivement très, très important. C'est un petit pays, mais ça serait encore ajouter de l'instabilité si la guerre dans l'Europe, sur le continent européen, aux portes de l'Union européenne avec la Roumanie, si la Russie l'emportait en Ukraine. Donc il y a tout ça qui se joue aussi, effectivement. On voit bien les enjeux géopolitiques, Sylvie Bermann, mais si, effectivement, dans un mois, Maia Sandu ne gagnait pas, jusqu'où iraient les Européens pour soutenir ce petit pays? Les Géorgiens se sont quand même beaucoup sentis abandonnés par l'Europe, alors que les valeurs européennes étaient en train, justement, d'être de plus en plus détruites par une dominance russe. Si elle ne gagne, pousserait vraiment. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire si elle ne gagne pas, hein, même si on considère qu'il y a eu des ingérences russes. Si on considère qu'il y a des ingérences oui, russes, mais c'est difficile d'intervenir. C'est des élections. Après, on respecte malgré tout le résultat des élections. Ça fait aussi partie des valeurs et des valeurs européennes. Et comme ça a été dit, il y a effectivement une population qui est un petit peu divisée, même si, en tout cas à Chisinau, ça paraît évident, les Européens, surtout avec la population jeune, sont très pro-européens, mais il y a un petit peu dans les campagnes des populations qui sont pro-russes. Donc l'ingérence russe, effectivement, va le faciliter. Est-ce que c'est ça qui va changer le résultat des élections? On ne sait pas. Si on se souvient de ce qui s'est passé aux États-Unis pendant le premier mandat de Trump, oui, il y a eu des ingérences, mais ce n'est pas ça qui a fait l'élection de Trump. Alors ça veut dire que toute cette stratégie européenne mise en place, et puis cette venue des 3 leaders européens, finalement, tout ça peut être effacé dans un mois, si effectivement elle ne gagne pas. Alors, oui, il y a quand même quelques cordes de rappel. Un premier élément, effectivement, ça a été rappelé, la Moldavie n'a pas de voisinage direct avec la Russie. On va revoir la carte. Et elle a effectivement, si on regarde la carte, elle a 2 voisins, l'Ukraine et la Roumanie. Et la Roumanie elle-même a une présence sur place importante sur différents domaines. Et donc l'ensemble des coopérations qui se sont développées depuis l'indépendance, mais encore plus depuis 2-3 ans, en réalité, donnent des cordes de rappel à l'Union européenne. De même que si vous avez un projet à 1,8 milliard d'euros, vous pouvez tout à fait suspendre ou trouver des clauses suspensives. Vous pouvez aussi bien envoyer un certain nombre de messages. Donc continuer à l'aider financièrement, par exemple, même si... mais comment si les autorités changent? Faire suspendre, par exemple, ou conditionner, enfin faire un principe de conditionnalité par rapport à des prêts, par rapport à un certain nombre de projets. Et encore une fois, là aussi, ça fait partie des... On peut tout à fait imaginer, par exemple, encourager telle ou telle action qui nous paraît important et prioritaire. Il faudra choisir ce qui nous paraît important, puisque le commerce extérieur mettra de toute façon du temps à retourner de l'autre côté. Il ne retournera pas de l'autre côté, il sera vers l'Union européenne. Il y a quelques années, le président Dodon, le prédécesseur de Maia Sandu, allait vers le marché européen, à Bruxelles, en disant écoutez, moi c'est ça et ça les conditions. Il disait écoutez, vous faites 0,1% de notre commerce, donc énervez-vous dans votre bac à sable, mais ça ne nous intéresse pas. Je n'ai pas dit ça aussi, mais disons que c'était quand même un petit peu l'idée. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de discours qui peuvent être tenus, et puis parfois il y a des réalités. Reprenons et souvenons-nous par exemple qu'en 2001, le Parti des communistes de la République de Moldavie avait obtenu 51% des voix aux élections législatives avec 71 députés. 71 députés sur 101, une majorité constitutionnelle. Parti pro-russe donc. Exactement. Mais en 2005, il a obtenu une majorité, mais cette fois-ci avec un programme pro-européen. Donc on voit bien qu'il y a des formes de pragmatisme qui peuvent parfois s'imposer sur des réalités économiques, sachant que l'économie va être vraiment ce qui va déterminer les éléments. Cyril Gélipter, comment justement Maia Sandu et son parti peuvent-ils lutter là en un mois contre cette campagne de désinformation russe? Moi, ce que j'ai constaté, alors primo, je note qu'ils ont le contrôle sur les services de renseignement, puisque le directeur du SIS, c'est l'ancien KGB moldave, si vous préférez, c'est monsieur Alexandru Musteata. Il est un peu, disons, de la même veine que madame Sandu. Il est passé par le Collège d'Europe à Bruxelles et par une fondation américaine, je crois que c'est un peu lié à la fondation Soros, durant sa carrière, donc les pro-européens. Et il lutte contre l'espionnage étranger. Ensuite, vous pouvez éventuellement avoir l'aide des services occidentaux, ça je suppose, la CIA, parce que les Russes et les services russes et moldaves ont coupé les liens. Bon, donc du coup, avec qui les Moldaves coopèrent? Peut-être les Roumains,
qui veulent justement influencer sur la Moldavie, peut-être les Américains, qui sont assez présents. Quand je regardais la liste des diplomates étrangers en poste dans les ambassades en Moldavie même, je pense que ce sont les canaux qu'on utilise et qu'on utilisera. Vous voyez un scénario différent justement pour la Moldavie, Régis, par rapport à par rapport au destin de la Géorgie? Non, parce que ce qui caractérise la Russie, c'est aussi ce qui fait sa force, notamment sous M. Poutine, c'est d'utiliser souvent des vieilles recettes. Le séparatisme était déjà utilisé dans les années 1920, par exemple. Donc on le voit aussi sur l'influence, sur l'information, etc. C'est toujours les mêmes recettes qui sont utilisées. Vous avez cette région, par exemple, séparatiste, très déstabilisante, la Transnistrie. Vous en avez 2 en Géorgie, comme je le disais. Vous en avez 1 ou 2 Oui, mais les Géorgiens, on se souvient, quand on a couvert les élections, à quel point ils étaient déçus en fait, d'un sorte de lâchage. Oui, parce que les populations sont différentes. Oui, enfin oui et non. Donc, mais si effectivement Maia Sandu perd, est-ce que finalement l'Union européenne sera bien contrainte de ne plus soutenir ce pays? Peut-être comme elle est en train de le faire avec la Géorgie, qu'elle maintenant, elle l'abandonne pas, elle le soutient toujours, mais elle a bloqué le processus d'adhésion ou de rapprochement avec l'Union européenne, précisément pour montrer que c'était le pouvoir en place, le gouvernement qui avait fait cela à dessein, qui avait voulu rompre les liens, et donc ils ont voulu sanctionner le gouvernement en espérant que la population, qui elle est majoritairement pro-européenne, beaucoup plus en Géorgie qu'elle ne peut l'être en Moldavie, eh bien sanctionne ce gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut pas intervenir militairement, on peut éventuellement peser économiquement. Quelque part, vous détachez encore plus. Oui, c'était tout le lien. Absolument, c'était tout le dilemme qui se posait ces deux dernières années, disons, aux Européens à propos de la Géorgie, effectivement. Donc là, il y a l'idée de soutenir la Moldavie pour défendre les intérêts européens. C'était l'idée du milliard 8 qui a été promis en partie en subvention pour 500 millions et puis 1,3 million à peu près, 1,3 milliard en prêt. Donc c'est aussi cette idée. C'est pas simplement pour faire un cadeau, c'est pas simplement pour faire en sorte que le candidat pro-européen gagne, mais c'est aussi pour que l'Europe défende ses intérêts et défende sa souveraineté. C'est une bataille d'influence entre, d'un côté, effectivement, les Européens qui soutiennent le Maia Sandu et puis toutes les forces pro-européennes, et puis de l'autre côté, les Russes. Alors, nous avons, en tant qu'Européens, évidemment, de bons arguments. D'abord, il y a ces arguments économiques, il y a des arguments en termes de liberté également pour la population. Après, c'est son choix, et effectivement, si c'est... Enfin, il ne faut pas être défaitiste. Un choix peut-être un peu contraint, c'est le problème du choix. Mais on ne va pas être défaitiste maintenant, mais vous posez la question de l'après. Si jamais elle perd, la situation est différente et effectivement, on ne va pas faire une intervention militaire pour renverser le pouvoir élu. On va voir les images sur la place de l'Indépendance. J'espère qu'on les a en direct parce qu'on attend justement les 3 présidents, le président Emmanuel Macron, le chancelier allemand Merz et également le Premier ministre Donald Tusk, polonais. Là, on voit que le concert vient de se terminer, donc il devrait justement prendre place sur cette estrade pour faire là aussi un discours parce qu'il faut rappeler, après avoir parlé des enjeux politiques, que c'est l'anniversaire de l'indépendance de la Moldavie. Aujourd'hui, le 34e anniversaire de l'indépendance, Florent Parmentier. On voit qu'il y a beaucoup de monde pour soutenir cet anniversaire. Donc là, c'était le premier pas d'indépendance à l'égard de l'Union soviétique à l'époque, 1991. Oui, on a senti un développement, en tout cas une réappropriation de l'identité nationale en Moldavie à l'occasion de la glasnost et de la perestroïka, c'est-à-dire vers 86, on a les premiers cercles culturels qui se réapproprient l'identité roumaine par rapport à l'identité moldave dont Régis avait parlé tout à l'heure. Il y avait tout un débat en fait au sein de l'Union soviétique. Donc oui, c'est vrai que c'est un moment important. Et puis il y a eu, c'est ça aussi qu'il faut retenir, en 91, une véritable hésitation, ou en tout cas une incertitude. Est-ce que les Moldaves voulaient être indépendants ou est-ce qu'ils voulaient rejoindre la Roumanie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Moldavie a une histoire compliquée. Elle a en gros était une principauté souveraine, et puis elle a passé un an dans l'Empire tsariste, 1812-1918, et puis ensuite elle était sous l'Empire, sous le royaume de Roumanie, et puis sous l'Union soviétique. Et puis après, elle a été indépendante. Donc c'est vrai que d'où ces influences, effectivement, à la fois ouest et est. Exactement. Des populations, du coup, qui ont connu plusieurs systèmes, et on a pu, quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie à Chisinau au XXe siècle, aurait changé 4 fois de pays sans changer une rue. Et choisi l'indépendance à cette époque, en tout cas. Et en tout cas, 91, effectivement, c'est une date clé. Il y a eu ce petit conflit dont on a parlé de la Transnistrie à l'Est. Et ce qu'il faut retenir, c'est que... Hyper dur, puisqu'il y a toujours... Hyper dur. Mais depuis le 21 juillet 1992, date de la signature du cessez-le-feu,
Depuis, il y a eu un mort à la frontière sur un accident particulier, mais disons que on peut regarder les choses à moitié vert ou à moitié plein. Est-ce qu'il faut se désoler qu'il n'y ait pas eu de résolution? Oui. Est-ce qu'on peut constater qu'il n'y a pas eu de mort, en tout cas d'affrontement depuis? Oui. C'est le paradoxe de la Moldavie, et la Moldavie, pour ça, est très attachée à la neutralité depuis son indépendance. C'est un élément peut-être différenciant par rapport à d'autres États de la région, c'est-à-dire que l'OTAN n'est pas une idée populaire. Donc c'est l'Union européenne, mais pas l'OTAN. Beaucoup plus l'Union européenne, ça vous avez une majorité, mais il n'y a pas plus de 30% des personnes qui souhaitent se rapprocher de l'OTAN, et le reste il est généralement très très opposé. Et l'Union européenne apparaît comme un rempart, en fait, à cette Russie, avec ses moyens qui sont quand même pas forcément les mêmes que justement ceux qu'utilise la Russie de Poutine. Un rempart et une force d'attraction aussi. Et même cette région séparatiste et sécessionniste de la Transnistrie, j'y étais juste après la signature de l'accord d'association en 2009. Si je ne me trompe pas, et j'étais allé faire des reportages pour RFI à l'époque, et j'étais très surpris parce que j'étais là sur la place centrale avec la statue de Lénine au milieu, trônant au milieu de la place de Tiraspol. Parce qu'ils sont pro-russes, ces séparatistes, il faut rappeler. Oui, comme ça... en tout cas le régime l'est, donc la population l'est aussi, parce que c'est une vieille histoire, encore une fois. Dès le départ, dès la constitution de cette république autonome au sein de la République de Moldavie, il y a déjà cette idée d'anticiper une possible lutte contre l'Occident. Donc même les écrivains de l'époque, par exemple, ont été... enfin, l'URSS a vraiment travaillé avec les écrivains de l'époque pour avoir des écrivains du cru qui eux-mêmes allaient forger une identité. Je suis transnistrien et donc pas moldave, et je suis moldave, c'est-à-dire je ne suis pas roumain. Donc c'est vraiment quelque chose en profondeur. On a des générations, 3-4 générations, qui ont été travaillées par ce jeu géopolitique. Et forcément que ça marque les esprits. Vous avez des bastions du soviétisme ou de l'amour pour la Russie en Moldavie. Je pense à une ville comme Belz, qui se situe au nord du pays, où il y avait des industries militaires, en quelque sorte. Et bien là, vous avez des gens qui restent très attachés à l'URSS et donc à Moscou. Je reviens en 2011, je suis en Transnistrie, et là je vois des gens qui me disent, je pensais qu'ils allaient me dire qu'ils étaient contre cet accord d'association avec l'Europe, et ils trouvaient ça formidable parce que l'essentiel des exportations de cette région assez industrielle de Transnistrie, qui est une bande de terre de 30-50 km au maximum, sur 160 à peu près kilomètres, eh bien, rêvaient d'Europe parce que leurs principales exportations vont vers la Moldavie, qui elles-mêmes vont vers l'Europe, et donc le marché, il était là. Il y a de la métallurgie, un peu de manufacture, du vêtement même, des choses comme ça, de l'alcool. Et en fait, il y a aussi une force d'attraction de l'Europe à ce niveau-là. Et je crois que c'est ce pourquoi aussi on est aujourd'hui là-bas, pour montrer ce que c'est que l'Europe. On a la Pologne qui est sur le terrain. On sait qu'en 91, le revenu moyen en Pologne est à peu près un peu supérieur peut-être à celui de l'Ukraine. Aujourd'hui, il doit être 4 fois supérieur. Donc c'est aussi ça qu'apporte l'Europe, et c'est ce que viennent vendre les Européens aussi à ces pays-là, pour sécuriser notre propre glacis à nous, si je puis dire. Sécuriser notre propre glacis, c'est vrai, c'est ça finalement aussi la stratégie européenne. Glacis n'étant pas le bon mot. Oui, glacis, c'est vraiment le mot soviétique, ou russe. Oui. Mais la Roumanie, il y a des troupes françaises en Roumanie. On sait que la guerre en Ukraine a impliqué beaucoup justement la Roumanie comme une espèce de zone, de derrière, de fond de cours. Tout à fait. Il y a effectivement des forces de l'OTAN en Roumanie, des forces françaises, et c'est vrai que si la Moldavie voisine changeait de camp, ça poserait un problème. Donc effectivement, l'Union européenne défend là ses intérêts, y compris en matière de sécurité. Et vous voyez, quand vous voyez vous qui connaissez bien le pays, ce concert-là, est-ce que ça a changé tout de même? Est-ce que ce sentiment européen, cette population enthousiaste qui attend, enfin, c'est quand même assez étonnant ces images, vous avez ce côté festif et vous attendez au pupitre ces 3 dirigeants européens, donc ce mélange finalement de fête et de gravité, encore une fois, qui est quand même assez singulière. Clairement, ce qu'on observe, c'est que jamais finalement, dans son histoire, la Moldavie n'a le droit à autant d'attention depuis 2022. Ça, c'est tout à fait évident. Après, ce qu'il faut voir... Personne ne savait où ça se trouvait. Exactement. Mais une fois, effectivement, qu'on a dit... Il y a le choix que feront les Moldaves, les élections, l'importance, mais naturellement, il y a d'autres nuages à l'horizon qui s'amoncellent. Et je veux bien sûr parler, par exemple, de la manière dont localement, les débats ont eu lieu par rapport à la rencontre d'Anchorage de la mi-août. Si on écoutait, par exemple, Igor Dodon, le prédécesseur de Maia Sandu et ancien président, lui disait, écoutez, c'est formidable, donc c'est en fait le changement entre du discours pro-russe qu'on observe en Moldavie mais qu'on observe ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant il était assez anti-américain, mais que finalement Donald Trump est une forme pour le camp pro-russe de manière de se réinventer.
qu'il faudra bien sûr suivre en disant, eh bien finalement, il dit la même chose. Donc en fait, ce que vous me dites, c'est que le parti pro-russe est assez Trumpiste. Enfin, il se rapprochait des États-Unis de Trump, ça leur paraît. Il est compatible sur certains plans. Et d'ailleurs, si on regarde le paradoxe finalement du clivage droite-gauche tel qu'il est défini en Moldavie, c'est que la gauche est plutôt pro-religieuse, proche des valeurs traditionnelles, et s'appuie là-dessus aussi pour, précisément, on a parlé, les réseaux, toucher différentes régions, ça se passe aussi comme ça. De son côté, évidemment, Maia Sandu est totalement sur une ligne plutôt de l'autre côté de la table, si on se souvient cette fois-ci de la réunion de Washington avec les dirigeants européens d'un côté et Donald Trump de l'autre. Donc on est en quelque sorte, la Moldavie incarne ces deux côtés de la table auxquels on a pu assister, avec là aussi effectivement des débats internes qui seront peut-être tranchés en partie politiquement, mais auxquels la Moldavie devra s'adapter en fait à des réalités internationales qui la dépassent effectivement de loin. Les réseaux trumpistes s'intéressent à la Moldavie ? Régis ? Là, c'était plutôt vu de l'intérieur, ce que dit Florence, c'est ce qui se passe en Moldavie. Aux États-Unis, c'est quand même assez loin. Mais effectivement, cet alignement, on le constate un peu partout. Le gouvernement géorgien, aujourd'hui, est très trumpiste, évidemment, parce qu'il voit qu'il y a un alignement avec M. Poutine. M. Dodon, dont vous parliez, président du Parti socialiste, qui a été président du pays, il a été prouvé, par exemple, que son administration recevait jusqu'à $700 000 par mois pour pouvoir faire des opérations, asseoir l'influence russe dans le pays, par exemple. C'est quand même quelqu'un qui est très proche des Russes. Son téléphone portable, à une époque, avait été confié à des journalistes et on voyait tous les rendez-vous qu'il avait lorsqu'il allait à Moscou avec les chefs des services de renseignement, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui est vraiment un vrai agent d'influence de la Russie en Moldavie. Et si je peux me permettre, pour compléter sur ce point, sur le cas de la Roumanie, il ne faut pas là-dessus perdre de vue aussi que la Roumanie a elle-même eu d'énormes débats, une élection présidentielle qui a été annulée, qui a été donnée une seconde fois. Nicu Jordan est totalement sur la ligne de Maia Sandu. D'ailleurs, en Roumanie, vous avez 6 millions de personnes qui sont persuadées que l'élection de Nicu Jordan, c'est la France plus Maia Sandu qui a fait l'élection. Et de l'autre côté, vous avez George Simion, qui est le candidat à l'extrême droite qui était au deuxième tour, qui a été interdit de territoire depuis plusieurs années de Moldavie. Mais on peut tout à fait craindre de ce point de vue-là, non seulement des ingérences russes qu'on connaît, mais des ingérences roumaines de la part d'un parti d'extrême droite qui a perdu en partie à cause, de l'activité qu'a eu Maia Sandu, et Maia Sandu a une véritable aura en Roumanie. Ça a joué effectivement au scrutin. Mais est-ce que justement ce soutien européen, est-ce que, Sylvie Berman, est-ce qu'il n'est pas, dans le narratif russe et dans la propagande Poutine, montré comme justement cette ingérence, c'est pas nous, c'est eux. En fait, c'est eux qui s'ingèrent dans l'élection de Moldavie, c'est pas nous les Russes, regardez-les. Non, mais absolument. Enfin, c'est de bonne guerre d'une certaine manière. C'est donc la propagande russe, effectivement, instrumentalise cela, et on ne voit pas pourquoi elle ne le ferait pas d'ailleurs. C'est de même que nous, on dénonce effectivement les ingérences russes, puisque c'est encore plus visible, parce que les ingérences russes, elles sont quasiment invisibles, elles sont relayées par les services, c'est moins ouvert que ne laisse cette démarche des Européens. Donc bien évidemment que la propagande russe va l'utiliser. Et par ailleurs, peut-être un tout petit point, puisqu'on est le 27 août, et donc c'est le jour de la souveraineté. C'est comme ça. Le Parti des socialistes de la République de Moldavie, dans le camp opposé à Maia Sandu, lui-même, en fait, se dit aujourd'hui, pense à changer de nom, pour s'appeler le Parti de la souveraineté, sous-entendant, en fait, que l'Union européenne, ce sont des gens qui ont la citoyenneté roumaine, qui répondent à des intérêts d'autres personnes et qui veulent nous jeter à la guerre. C'est ça le narratif russe. C'est comme ça, en fait, qu'ils communiquent. Et donc, même l'idée de souveraineté qui était auparavant plutôt appartenait à la droite moldave, c'était des gens qui disaient on veut être souveraineté et puis faire le lien avec la Roumanie, aujourd'hui est largement, en tout cas, débattu et réapproprié par ses opposants. Sur la Roumanie, je noterai qu'eux aussi ont toujours été très intéressés par ce qui se passait en Moldavie. Et donc, ils suivaient, vous avez l'avantage de la langue, mais même je voyais une concurrence du point de vue justement religieux. C'est-à-dire que je voyais à ma grande surprise, vous avez bien entendu le patriarcat de Moscou qui a implanté de longue date en Moldavie, et je découvrais que le patriarcat de Budapest, Roumanie, s'était aussi implanté en Moldavie dans les années 2000, sans doute pour leur faire concurrence. Ah oui, donc il y a les influences aussi religieuses des différents... Mais c'est assez classique. Vous allez influencer par différentes méthodes. Vous allez influencer par les séries télévisées ou les documentaires, parce que vous voyez à la télévision, par le biais religieux, etc. etc. Il y a une vraie bataille. Il ne faut pas oublier que le patriarche Kirill était un ancien du KGB. Oui, en Russie. Donc, effectivement, la dimension religieuse est tout à fait exploitée. Et je note aussi que ce n'était sans doute pas un hasard que de 2000 à 2015, le patron du contre-espionnage militaire du FSB, grade de général-colonel, M. Alexandre Belzbertny,
était né en Moldavie. Et j'ai cru comprendre qu'il suivait justement ce qui se passait en Moldavie quand il était en poste, et qu'il avait même aidé à former la sécurité d'État en Transnistrie au début des années 1990. Mais donc tout ça, pareil, tout de même, il y a de nombreuses influences, tout de même. Intrication. Une intrication, oui, c'est complexe. Très profonde, effectivement. Juste un mot tout de même sur les méthodes, c'est quand même pas les méthodes qui sont utilisées. C'est vrai que l'Europe défend ses intérêts stratégiques, certainement, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit les mêmes méthodes utilisées. Pour avoir assisté à des manifestations souvent en Moldavie, autant le camp pro-russe va vraiment payer des candidats. On a des preuves de ça. On a des gens qui ont été... on a enregistré leurs conversations téléphoniques où ils réclamaient l'argent qu'on leur avait pas donné, etc. On n'a quand même pas ça de l'autre côté. Alors bien sûr, on se bat. Peut-être qu'on se bat avec des moyens parfois qui sont rudes et qui vont peut-être même outre la démocratie, pourquoi pas. Mais c'est pas les mêmes méthodes qui sont utilisées. La présidente Sandu n'a pas touché 700 000 $ par mois comme le président Dodon a pu les recevoir, jusqu'à preuve du contraire. Et pareil sur les méthodes d'influence en termes d'information, par exemple. On n'a pas de campagne d'information pro-européenne financée avec des trolls, etc. Donc c'est quand même pas les mêmes manières de se battre qu'on a entre l'Occident, disons, et la Russie. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On attend toujours donc la prise de parole, cette conférence de presse commune entre Emmanuel Macron, Frédéric Merz et également Donald Tusk sur cette place de l'indépendance à Chisinau, la capitale moldave. Vous avez vu ces images donc de cette fin de concert. Merci beaucoup Sylvie Berman, Régis Janté, merci Florent Parmentier et Cyril Gélipter d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. On va suivre, vous allez suivre donc en direct ces prises de parole. Restez avec nous.